Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast. Ça y est, on entre dans le dur de la saison en ce mois de mars avec les Strade Bianche qui vont inaugurer ce mois de mars. Et puis après Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Pour parler avec moi de ces courses et surtout de ce week-end de Strade Bianche, on va accueillir Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon, ça y est, tu as les cannes. Je pose la question à tous ceux qui sont avec nous dans ce début de saison 2024 dans Vélo Podcast. Tu as les cannes, t'es en forme, t'es prêt pour ce début de saison? On a déjà bien entamé le début de saison. Après l'Australie, petit séjour en UAE, Émirats Arabes Unis. Ouais, là je commence bien aux cannes, même si l'objectif c'est Roubaix. Et forcément, Paris-Roubaix qui va intervenir début avril, le 7 je crois, si je me trompe pas. Le 6 et le 7. Ouais, c'est ça, le 6 et le 7, avec les femmes le samedi et les hommes le dimanche. Ce qui met aussi le Tour des Flandres fin mars. C'est une petite subtilité de calendrier aussi dans cette saison 2024. Bon, sans plus tarder, on va commencer par la présentation de ces Strade Bianche. On va parler des hommes et après on parlera des femmes, Julien. Les Strade Bianche données des femmes où il y aura une belle startlist encore et on se souviendra de l'arrivée de l'année dernière notamment avec les SD Works qui s'étaient bagarrés, Vollering et Kopecky pour la victoire. On va parler des hommes, Julien, avec une belle startlist quand même dans ces Strade Bianche hommes. Un parcours qui a été un peu durci quand même cette année. Ouais, il y a une boucle finale qui a été rajoutée pour passer enfin la barre des 200 km qui rapproche cette course des monuments, même si ça va encore faire débat. Cette course n'est pas encore un monument. Ouais, alors pour moi c'est le 6e monument, mais je considère aujourd'hui que les Strade Bianche sont rentrés dans la catégorie des monuments, même s'il faut une histoire un peu plus grande pour rentrer dans cette catégorie là, mais on est dans la 18e édition de ces Strade Bianche en 2024, un palmarès qui laisse quand même rêveur quand on voit les Pogacar, les Van Aert, les Van Der Poel, les Alaphilippe, les Kwiatkowski, les Cancellara, les Gilbert qui sont je crois que Timo Ehlens l'a gagné aussi, ça laisse quand même Pidcock l'année dernière, c'est quand même un sacré palmarès. On commence à avoir des gros noms on commence à avoir des gros noms au palmarès, donc ça, dans les années à venir on pourra en parler d'un monument, mais là, on passe juste la barre des 200, c'est comme tout, il faut que ça progresse petit à petit. Exactement. On va parler un peu de cette start list des Strade Bianche avec, j'ai un peu classé 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, Julien, pour ce Strade Bianche homme. Forcément, quand on a l'un des fantastiques au départ, on est obligé de le mettre dans la catégorie 3 étoiles, c'est Tadej Pogacar qui est au départ de ce Strade Bianche. Et finalement, j'ai envie de te dire que c'est le seul coureur que j'ai mis dans la catégorie 3 étoiles. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, c'est sa rentrée, Tadej Pogacar, si je ne m'abuse. On l'a pas encore vu en course. Mais bon, s'il vient sur les Strade Bianche, c'est pour reconquérir le titre qu'il a laissé à Thomas Pidcock l'année dernière. C'est vraiment le parcours, c'est un parcours comme il aime, vallonné, puncher. Je pense qu'en le mettant en 3 étoiles, tu te trompes pas de beaucoup. Oui, ancien vainqueur, Pogacar. Sa dernière course, c'était tout simplement le 7 octobre dernier. Alors bon, c'est le jour de la retraite de Thibaut Pinot, j'en suis bien désolé. Mais c'est surtout le jour du Hill Lombardia, du Tour de Lombardie qu'il a remporté le 7 octobre dernier jour de course. C'est Tadej Pogacar qui fait sa rentrée. On le verra très peu dans cette saison 2024 où il compte doubler le Giro d'Italia et le Tour de France. Forcément, quand il va se présenter au départ, le but, ça va être de tuer la concurrence. Il vient pas là pour faire des bornes. Il vient pas préparer le Giro Strade Bianche. S'il vient au départ, c'est pour à minima podium et voire gagner. Ouais, forcément. On connaît forcément l'écart qu'il y a entre ces fantastiques
Et le reste de la concurrence, alors là on va arriver directement dans les 2 étoiles un peu, on va en même temps parler de cette start list des Strade Bianche. Dans les 2 étoiles, il y a forcément Tom Pidcock, le vainqueur sortant. Alors moi j'y ai mis quand même du Romain Grégoire dans cette catégorie 2 étoiles, parce que je suis très curieux de voir ce que peut donner le jeune français qui l'année dernière avait fait 8e quand même des Strade Bianche. Le champion d'Europe, Christophe Laporte, qui sera le leader de la team Visma Leasebike. J'ai mis forcément du Marc Hirschi, le coéquipier de Tadej Pogacar, parce qu'ils ont une telle force en fait, les UAE, cette saison, que bon, quand on voit l'équipe UAE au départ de ces Strade Bianche avec Pogacar, Del Toro vainqueur au Down Under, avec Baroncini, Jan Christen qui a fait forte impression cette semaine au trophée Legeglia remporté par Lenny Martinez, avec Marc Hirschi, Domen Novak et Timo Wellens. Bon voilà, moi j'ai mis Marc Hirschi en numéro 2, il semble bien revenir dans ce début d'année 2024. Et puis quand même Matej Mohoric, faut pas l'oublier, qui est très à l'aise sur ce parcours-là. Et un gars que j'ai envie de voir, c'est Ben Illy, j'ai envie de voir la confirmation en 2024. Est-ce que toi, dans ces gars-là, il y en a que tu ne verrais pas forcément dans cette catégorie? Pidcock, je mettrais en 1,5, parce que je l'ai pas trouvé super saignant sur le Homelop la semaine dernière, quand le coup est parti. C'est son statut de vainqueur sortant qui le fait mettre dans les 2 étoiles en fait. Ouais, je te comprends bien. Mais si je devais mettre un Ineos, je mettrais plus un Kwiatkowski, qui a déjà gagné ce genre de course. Double vainqueur des Strade Bianche, mais c'est un peu l'interrogation avec Kwiatkowski à chaque fois. Comment il vient Est-ce qu'aujourd'hui il vient avec de vraies ambitions? Est-ce qu'il vient en tant que simple équipier? Il fait un bon début de saison, Kwiatkowski quand même, mais bon, c'est un peu l'éternelle interrogation pour l'ancien champion du monde. C'est un peu... alors soit il est en leader, soit il est en équipier, soit il est en électron libre. C'est vraiment un statut, on ne sait jamais vraiment quel statut on lui met à ce coureur qui a énormément de talent, même si c'est un peu vieillissant. Il a toujours autant de classe sur le vélo. Ouais, il doit avoir 33 ans, il me semble, Kwiatkowski. Je rappelle quand même le top 10 de l'année dernière des Strade Bianche, parce que c'est intéressant de voir qu'il n'y avait pas forcément les Van Aert, les Pogacar, les Van Der Poel, mais il y a eu quand même un top 10 avec Pidcock, vainqueur devant Valentin Madouas, qui est au départ, mais que j'ai pas forcément mis dans les 2 étoiles. J'ai plus mis en 1 étoile Valentin Madouas, et j'ai mis Romain Grégoire en 2, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais dans cette équipe Groupama FDJ, en ce début de saison, c'est plus la paire Grégoire-Martinez qui est plus en forme que la paire Gaudu-Madouas, pour l'instant. Pour l'instant, au niveau sur le papier, oui. Maintenant, Madouas a surtout fait des bornes en début de saison. Il avait annoncé avant le week-end d'Ardéchois. De toute façon, il montrait en régime jusqu'aux Flandriennes, avec déjà un premier pic sur les Strade Bianche, qui rêve de gagner maintenant qu'il a fait 2e l'année dernière. Et est-ce que le durcissement de la course et le fait qu'on arrive aux 200 bornes, et la réponse, la réponse est un peu dans la question, Julien, est-ce que le fait qu'on passe la barre des 200 km, ce n'est pas un plus pour lui? Pour un Madouas? Ouais, pour un Madouas. On connaît sa force sur les courses longues. Sur la course longue, sur les courses usantes, tu gagnes pas un Plouet si tu passes pas les 200 bornes, tu fais pas un podium sur les Flandres, tu fais pas... Même l'année dernière, il y a que 16 bornes pour faire 200 bornes, l'un dans l'autre. Sur les Stradés, c'est un coureur qui a des courses longues et dures. Dès qu'on passe la barre des 6-7 heures de course, il est quand même au rendez-vous. C'est l'impression qu'il donne, c'est qu'il commence à marcher au bout de la 5e ou de la 6e heure de course. C'est là qu'on commence à le voir. Avec Valentin Madouas qui a terminé sur le podium l'année dernière. Je continue avec le top 10 de l'année dernière, avec Tige Benoît qui avait complété le podium pour les Jumbo-Visma. Alors je me corrige, Van Der Poel avait bien pris le départ, mais il avait terminé 15e, Mathieu Van Der Poel, des Strade Bianche l'année dernière. C'était sa course de reprise sur ces Strade Bianche. Rui Costa, Attila Valter avait fait 4 et 5, Mohoric, Bilbao, les 2 Bahreïn 6 et 7, devant Romain Grégoire 8, Davide Formolo UAE, et Andreas Kron qui avait fait 10e donc de ces Strade Bianche. Une donnée supplémentaire pour ces Strade Bianche, ce sera valable chez les femmes comme chez les hommes, la météo. L'année dernière, la météo avait été assez clémente.
là ça devrait pas être la même chose. Ça devrait être. Alors, là, il devrait pas y avoir de pluie, d'après ce que j'ai vu. Par contre, assez frais et du vent. C'est pas négligeable sur ce genre de parcours où on passe sur quelques plateaux. Hein. Ouais, c'est un vent frais, 14 degrés l'après-midi, un petit peu de vent, 15 km/h, mais avec de la pluie la veille. Donc, est-ce que ça séchera? Est-ce que la météo, le sol va jouer un grand rôle dans la détermination de la course? On va passer ceux que j'ai mis en une étoile, un peu, c'est-à-dire ceux qui, suivant les scénarios de course, peuvent éventuellement viser un podium, un top 5, du Quinten Hermans, spécialiste du cyclocross quand même, pour l'équipe Alpecin de Koenig, un Benoît Cosnefroy avec une équipe Decathlon AG2R la mondiale qui en ce début de saison quand même performe pas mal, et la marque Van Rysel il est pas forcément pour rien. Alors j'en ai parlé à Valentin Madouas que j'ai mis dans les une étoile parce que finalement j'attends de lui qu'il lance vraiment sa saison. Un Alberto Bettiol, ancien vainqueur du Tour des Flandres, mais parce que c'est Bettiol, parce que forcément quand les courses sont dures, il est aussi là, attendu au rendez-vous. Et puis Romain Bardet quand même, qui se plaît sur ses parcours, qui aime bien ses parcours. Et puis la paire des Quick-Step, des Soudal Quick-Step avec Casper Asgreen, parce que Casper Asgreen, ancien vainqueur du Tour des Flandres. Et puis Julien Alaphilippe, malheureux sur l'Estrade Bianche. C'était l'année dernière, sa chute où il avait fait le soleil, Julien Alaphilippe, ou c'était il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans, c'était quand il était encore champion du monde. Exactement, avec son maillot de champion du monde. C'était il y a 2 ans, le soleil de Julien Alaphilippe. On se souvient, alors qu'il semblait plutôt en forme, plutôt en canne. Et puis sur ce début de saison, il a chuté au Het Nieuwsblad à l'Omloop samedi dernier, il y a à peine une semaine. Comment il va être remis de sa chute? Ça va être un peu l'interrogation pour Alaphilippe. Ça va être l'interrogation de savoir comment il aura récupéré, comment il aura préparé le rendez-vous italien et surtout dans quelles conditions mentales il est en ce moment. Parce qu'il était un peu chahuté la semaine dernière. Encore chahuté, c'est un gentil mot. Ouais, on en a parlé dans le dernier podcast, les propos de Patrick Lefevre contre son coureur, qui dit c'est pas un mauvais gars, mais il a plus tendance à faire la fête qu'à être plus sérieux aux entraînements. Ça c'est pour édulcorer un petit peu les propos, les échanges avec Marion Rousse, et la femme de Philippe Gilbert et compagnie. On va pas revenir dessus, on en a fait près d'un quart d'heure dans le dernier podcast la semaine dernière, mais forcément si on ajoute les propos de Patrick Lefevre plus la chute le samedi dans le week-end d'ouverture de Flandrienne, mais il vient pas au Strade Bianche dans d'excellentes conditions. Il vient un petit peu plus dans le loot qu'il n'était avant le week-end d'ouverture. Forcément, ça peut jouer sur les performances, ses performances individuelles, voire celles de l'équipe s'il mise tout sur Asgreen et lui, quoi. Ouais, forcément avec la paire Asgreen Alaphilippe qui était la paire de leader, et Asgreen qui était au sol avec Alaphilippe d'ailleurs sur le Het Nieuwsblad en compagnie de Flo Sénéchal, d'ailleurs fracture la clavicule pour Sénéchal, absent 4 à 5 semaines. Sur la deuxième chute d'Alaphilippe, il était avec Asgreen, parce que la première il est tout seul et il tombe 4-3 sur la deuxième chute avec Sénéchal et Asgreen et Alaphilippe au sol. Ouais, voilà, oui, je me concentrais plus sur la deuxième chute qui a été plus marquante, alors que Alaphilippe sur la première était seul, mais il y avait le trio Sénéchal, Asgreen, Alaphilippe sur cette chute qu'on a vu, et puis les propos d'Alaphilippe qui sortent du cœur. Là il y a pas de calcul. C'est bon, je vais pas me faire bannir de YouTube ou de Deezer ou de Spotify en relayant les propos d'Alaphilippe, mais on sent toute la détresse qu'il a eu au moment d'arriver au sol, en fait. La détresse, la frustration, parce que si on s'en réfère à ce qu'il dit, il était en canne, quoi, il était bien. Hein. Ouais. Peut-être un petit problème de placement, mais bon, sur ce genre de course. À ce moment-là de la course, oui, mais sinon, dans les secteurs les plus chauds, il était dans le top 10 à chaque fois, il était dans le groupe, au niveau du placement. Il était dans le groupe quand il tombe sur la deuxième chute. Ils sont pas super loin du groupe Van Aert, Laporte, le groupe de tête, quoi. Avec les Jumbo, pardon. Et voilà, je l'ai fait. Les Visma Leasebike. Il va falloir un petit temps d'adaptation pour cette nouvelle appellation de l'équipe de Christophe Laporte qui peut quand même, sur un parcours
va pas forcément avantager son gabarit, mais Christophe Laporte, il est à l'aise partout maintenant. Christophe Laporte est à l'aise partout. Alors, moi, il y en a il y en a même 2 dans l'équipe qui pourraient me surprendre samedi. Bon, il y a Walter, qui a fait un top 10 l'année dernière. Ouais. Faut pas l'oublier. Et pourquoi pas Sepkus. Tu penses que Sepkus, il est vraiment là pour viser quelque chose? Sachant qu'il est derrière, il est sur Tirreno et qu'il y va pas pour visiter l'Italie. Sur Tirreno, oui, je suis d'accord avec toi. Par contre, sur l'Estrade Bianche, il sera déjà en Cannes. Il sera forcément en Cannes. Donc pourquoi pas? Bien placé. Pourquoi pas? Bien placé, bien au chaud dans les roues de Pogacar ou des mecs qui sont des coureurs par étapes et qui aiment bien ce genre de course, pourquoi pas un Sepkus, hein. En fait, tu as tout dit, bien placé, et ça va être un peu ça le secret de ces Strade Bianche hommes et femmes samedi en Italie, en Toscane, pour arriver à Sienne. C'est le placement en fait. Qui va être le mieux placé lorsque il va y avoir un coup de vent, un coup de bordure, une accélération de Pogacar? Ça va être pour arriver ensuite en vainqueur sur la Piazza del Campo, ça va être un petit peu le secret. Julien, on va se lancer dans les pronostics de ces Strade Bianche hommes. La première place sur le podium, on semble, sauf aléa de course, on semble quand même connaître qui sera sur la première place. Maintenant, c'est qui va être derrière Pogacar. Qui va être derrière Pogacar? Alors, ça va être très ouvert derrière, forcément. T'auras ça, et après, alors, il y a aussi une inconnue qu'on n'a pas, c'est comment va se dérouler la course. Avant, ça se décantait, on va dire, dans les 3-4 derniers secteurs empirés. Est-ce que ça va se décanter à peu près au même nombre de kilomètres que l'année dernière, ou est-ce que tout le monde va attendre le dernier tour, la dernière boucle pour lancer la course aussi? Et ça aussi. Il y a quand même une tendance de plus en plus, j'ai l'impression, sur les classiques, à vouloir faire péter de loin. On l'a vu sur, alors c'est Jumbo-Visma, mais on l'a vu sur le week-end d'ouverture aussi des Flandriennes, mais même sur les autres courses, on a une impression que, en fait, moi j'ai pas envie d'attendre les 20 dernières bornes pour faire tout péter. Si je suis plus fort, et on prend le statut des UAE et de Pogacar, si je suis plus fort, je veux pas laisser une seule chance aux autres, je veux faire tout péter à 80-90 bornes de l'arrivée, et en avant Guingamp, quoi. C'est un peu ça, ça va être le scénario qui peut être attendu. Le scénario, à mon avis, ça va être le scénario Visma Lease a Bike, mais sous les couleurs du AE Team Emirates. Vu l'équipe ils peuvent tout faire péter qu'à partir de 100 bornes, voire 80 bornes de l'arrivée. Ils peuvent déjà faire un gros coup de pression et crémer tout ça. Ouais. Je vais énumérer très vite fait les autres équipes qu'on n'a pas forcément évoquées dans ces 3, 2 et 1 étoile sur cette start list des Strade Bianche, et tu vas me donner ensuite, toi, ton podium, ton pronostic, ton podium. On n'a pas parlé notamment des Arkea BNB Hotel avec Albanese qui fait plutôt un bon début de saison et qui pourrait être, pourquoi pas, en réussite sur cette course. Les Astana emmenés par Simone Velasco, les Boransgro, on n'en a pas parlé, avec Sergio Higuita au départ, et notamment aussi Daniel Felipe Martinez, et Cofidis emmené par Guillaume Martin, les Coratec avec Verlaio Conti, IF on en a parlé avec Benny mais il y a aussi Richard Carapaz au départ, avec aussi Alberto Bettiol, Intermarché, Wanty avec Lorenzo Rota, Israël avec Stephen Williams, Lidl Trek avec Andrea Baggioli, mais aussi Quinn Simmons notamment, Lotto Destiny avec Maxime Van Gils et Lennart Van Edvelt, qui était assez en forme ces derniers temps, Movistar avec Davide Formolo, Ivan Garcia Cortina notamment, les Q36.5 avec Gianluca Brambilla qui a déjà performé sur les Strade Bianche dans le passé, et puis je descends un petit peu, les Jayco Alula avec notamment Filippo Zana, les Polti Cometa avec Davide De Cassan, les Tudor avec Niels Brun, le Suisse, et puis on va conclure avec les Uno X et Magnus Cort dans cette équipe. Podium pour toi, Julien, samedi, Strade Bianche homme. Alors, Pogacar, ça va être on partage 2 et 3 maintenant. 2 et 3 2 Benilli. 3 Madouas. Et 3 Valentin Madouas. Alors Benilli derrière Pogacar comme à l'Amstel. Ouais. C'est bien Benilli qui avait fait 2, il me semble. Et donc le 3e, Valentin Madouas. Ok. Alors, attends, je vais te rajouter une grosse cote. Une très grosse cote. Ouais. Nelson Poles. Eh bien j'ai hésité à le mettre. Voilà, j'ai hésité à le mettre dans les 1 étoile.
Je suis un peu sceptique sur le début de saison de Nason Powless. C'est juste pour ça qu'il n'y est pas, mais c'est vrai que c'est un très bon classic man. Et ouais, j'ai plus choisi dans cette équipe IF un Ben Healy qu'un Nason Powless. Voilà, maintenant à voir. À voir, mais pourquoi pas. Exactement. Pour ma part, Pogačar en 1 forcément. Après en numéro 2, c'est tellement ouvert en fait derrière Pogačar. J'ai envie de mettre Marc Hirschi en 3. Ça, j'ai le 3. J'ai envie de mettre 2 UAE sur le podium. Pogačar en 1, Hirschi en 3. Et par contre, en numéro 2, Matej Mohoric. Allez, tiens. Ah ouais. Matej Mohoric en numéro 2. Pourquoi pas? Je me dis que suivant le scénario de course, voilà. Suivant le scénario de course, suivant la météo, Matej Mohoric peut être un numéro 2 valable. J'aurais envie de mettre Christophe Laporte, mais je suis plus curieux de voir Christophe Laporte sur un Strade Bianche qu'autre chose. Ouais, ça peut passer comme ça ne peut ne pas passer pour Laporte, parce que lui aussi, sur les longues courses, il est bien à la fin. Par contre, c'est l'aviation de Caterina qui peut aussi jouer un très gros rôle sur un final. Pour peu que tu sois un peu en croustille, dans les derniers kilomètres, elle peut t'achever. Bon, Julien, on va passer au Strade Bianche femmes. Belle start list. On va rappeler quand même que l'année dernière, c'était un double SD Works quand même. C'était un double SD Works qui s'est joué en moins de 10 cm. On peut même rajouter entre Demi Vollering, qui a fini numéro 1 mondial, et Lotte Kopecky, qui a fini championne du monde en 2023. C'était vraiment un final au cordeau, quoi. Photo finish à Sienne, c'était impressionnant quand même cette bataille SD Works. Il n'y a pas eu de cadeau entre coéquipiers. C'est la politique SD Works, on fait de cadeaux à personne, hein. Même au sein de l'équipe, on fait plus de cadeaux. Alors, c'est un peu, on tue la concurrence, et une fois que la concurrence est tuée, on se fait la bataille. Elles ont terminé, elles ont mis 2 minutes à celle qui a complété le podium, qui était Cécile Uttrup-Ludwig de la FDJ Suez. C'était un peu SD Works et les autres, quoi, comme d'hab. Alors, faut rappeler aussi que Cécilie, l'année dernière, est 3e sur tapis vert. Kirsten Faulkner avait passé la ligne en troisième position, mais déclassée, disqualifiée suite à son capteur de glycémie qui est interdit en course. C'est vrai. Elle finit en moins d'une minute dans mes souvenirs Faulkner. Mais bon, c'était quand même SD Works comme d'habitude, contre le reste du monde. Hein. Ça va être. Donc forcément, dans les 3, 2 et 1 étoile, mais forcément Kopecky et Vollering en 3 étoiles. Je pense que tu es d'accord avec moi. Après, en 2 étoiles. Alors voilà ce que je me suis mis de côté en 2 étoiles. Cassini et Viadoma. Parce que forcément, Cassini Viadoma, en 2 étoiles, on est là dans les filles qui peuvent jouer éventuellement la victoire en cas de défaillance des 3 étoiles, et dans ces filles qui vont compléter le podium normalement. Viadoma l'année dernière a fait 6e, elle est l'une des meilleures cyclistes au monde, elle est toujours présente, donc là pour moi il n'y a pas trop de surprises. J'ai forcément mis Elisa Longo Borghini et Shirin Van Anrooy, parce que pour moi Shirin Van Anrooy sur un tel parcours elle peut être en réussite. Elisa Longo Borghini, c'est comme Niewiadoma, elle est toujours là. Et puis quand même je me suis mis en 2 étoiles quelqu'un qui a fait 5e l'année dernière, de la Phoenix de Koenig. Julien, est-ce que tu as son nom, forcément? Cyclocrossman, la pépite. Petite cyclocrossman, Puck Peters. Eh oui, Puck Peters. Moi, j'ai mis dans les 2 étoiles parce que je suis très curieux de voir Puck Peters avec une année de plus. Son profil de cyclocrosswoman. Elle a fait 2 top 10 sur le Het Nieuwsblad et le Vendée Tageland le week-end dernier. 21 ans. Est-ce que c'est pas le moment de faire un podium sur une course comme les Strade Bianche? Ce serait le moment de taper le petit poing sur la table pour dire attention, je ne suis pas qu'une cyclocrossman. Même si elle va aussi très vite arrêter sa saison de cycle de route, comme l'année dernière. Après les Flandries, après les Flandres ou après Roubaix, d'après ce que j'avais lu. Parce que son objectif, c'est quand même Paris et le VTT. Voilà, parce qu'elle fait cyclocross, VTT et route, et c'est vrai que sur cette année 2024, pour celles et ceux qui veulent faire le VTT, il va falloir quand même faire des choix, mais Puck Peters, sur cette, finalement, sa saison de route, elle va durer quoi, 2-3 mois en fait? 2-3 mois, pas 2 mois. Elle va faire février, mars et début avril. Tu penses qu'elle peut candidater pour le podium? Autant l'année dernière, la course faisait 100 bornes, que là on passe tout de suite sur 120
124, 125 bornes. Il y a la boucle en plus de l'année dernière, en plus que l'année dernière. À voir, parce que bon, elle était pas... elle a bien passé le mur de Gramont et Bolsberg la semaine dernière. Donc ouais, pourquoi pas. Hein. Après c'est une fille, on sait pas où, on connaît pas encore ses limites. Même, je pense que même elle ne connaît pas encore ses limites. Ouais, sky is the limit, hein, comme on dit. Bon, après, si on fait un podium Strade Bianche, pour moi, je verrai cette année Lotte Kopecky prendre sa revanche sur demi-Vollering. Et en numéro 3, je mettrai Puck Peters pour compléter le podium. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai d'autres visions, mais pourquoi pas. Parce que Bon, on va continuer la start list rapidement. Celle que j'ai mis en une étoile, et tu vas me dire si tu es d'accord ou non. Christian Faulkner, de la IF Education Cannondale, que j'ai mis en une étoile. Grace Brown, de la FDJ Suez. J'ai mis aussi Yara Castellain, qui potentiellement pour moi est une fille qui peut très logiquement être dans le top 5, et puis avec Puck Peters peut y avoir une course d'équipe aussi entre les deux néerlandaises de la Phoenix de Koninck, sans oublier Mavi Garcia forcément, Pfeiffer Georgie, Juliette Labousse et Sylvia Persico, sans oublier une fille que j'ai quand même envie de mettre dans les 1 étoile, mais parce que pour moi elle a passé un vrai cap ces derniers mois, c'est Cédrine Kerbaol. Ah ouais. Ouais, pourquoi pas. Moi je vois que t'en oublies une, mais oui. Vas-y. Qui est très en canne aussi, qui a fait de belles choses sur le Tour de Valence, qui c'est son premier objectif de la saison, qu'elle a fixé avec son manager, c'est Evita Music. Et j'ai plutôt mis Grace Brown qu'Evita Music. Oui, c'est son premier objectif de la saison. On était au Media Day de la FDJ la semaine dernière, et elle le dit encore à tout le monde que c'est sa course préférée. C'est un parcours qui lui convient en plus. C'est un parcours qui lui convient. Faut pas oublier qu'elle a un passé de cyclocross woman, qu'elle en a encore fait cette année. Elle fait un top 10 au championnat d'Europe. Quand on voit les machines qu'il y a devant, c'est pas négligeable. Non, je pense on peut mettre une pièce dessus sans problème. Parmi ces filles là que j'ai mis en une étoile, il y en a une qui ressort plus que l'autre, ou que j'ai oublié peut-être. Oui, moi j'en ai d'autres qui ressortent, mais que tu n'as pas mis du tout. Donc c'est ça qui. Une Victoire Berthaud qui marche terriblement souvent. J'ai hésité. Non, mais là aussi, j'ai hésité pour Victoire Berthaud. Parce que quand on voit le championnat de France qu'elle a remporté quand même en juin dernier, je me suis longtemps posé la question. Après, est-ce que elle est en canne au moment où l'on parle pour aborder les Strade Bianche? Est-ce que la distance de course et ce profil-là et la concurrence qu'il y a face à elle, est-ce qu'elle peut performer? Je suis très curieux de voir Victoire Berthaud sur ces Strade Bianche face à la concurrence. Écoute, elle fait top 20 à Tuesblad. Elle fait encore top 20 mercredi au Samin. Elle le dit clairement aussi que c'est sa période, la période qu'elle veut marquer cette année. Parce qu'elle aussi, elle va basculer sur l'objectif Jeux Olympiques. Après, elle bascule, après Roubaix, elle devrait basculer sur la piste. Avec encore quelques courses sur route pour le fond, mais une prépa un peu plus poussée sur la piste. Ouais. Est-ce qu'elle va être à fond à chaque fois sur ses objectifs sur route, et notamment les Strade Bianche pour commencer? Ah oui. Si tu te casses la figure sur la route, les Jeux Olympiques sous le nez. Hein. Ouais, oui et non, parce que si tu te pètes en avril, t'as jusque fin juillet pour te remettre, quoi. Pas faux. Un partout balle au centre. Non, mais c'est vrai. Je sais pas. T'as ça. Alors, après, j'en ai encore 2 autres. Vas-y. Trois autres même. Une qui a super bien marché au Tour de Valence, notamment l'étape raid, Niam Fischer-Black, qui marche bien chez les Eworks. Niamh Fischer-Black. Ouais, mais comme il y a Vollering et Kopecky. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Hein. Oui. Bon, tu vas me dire si tu peux en mettre 3 dans le top 5 ou dans le top 10. Mais limite, dans tes 3 étoiles, tu peux mettre les 6 des Eworks. Oui. Bon, après, voilà. Une fois qu'ils ont travaillé pour Kopecky et Vollering, après, en avant Guingamp. Hein. Après, tu as, alors, dans la même équipe que Victoire Berthaud, tu as Nicola Noskova, qui est une ancienne championne d'Europe U23, qui a fait aussi un beau petit début de saison, qui était bien présente aussi au Tour de Valence. Et une qui est souvent oubliée, curieusement un beau palmarès, mais pas beaucoup de victoires, qui est chez Laboral Cuccia, qui est Anne Sant-Esteban.
Quand j'ai vu le nom, j'ai regardé la start list, je me suis dit, t'es un Santisteban, mais finalement, c'est peut-être, quand on parle de filles sous-cotées, elle fait partie de ces filles sous-cotées aussi. Elle fait partie de ces filles sous-cotées qui peut te sortir un résultat sorti de nulle part. L'année dernière, elle fait 13e des Strade Bianche Santisteban. Ouais, en ayant crevé dans le final. Après, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, des Ryan Marcus aussi. Ryan Marcus. Il me semble qu'elle est au départ avec la Jumbo. Jumbo, c'était l'année dernière, je vais encore y arriver. Visma Lease Bike. T'as la même équipe. Ryan Marcus, Marianne Vos. Qui sont avec la Visma. Et t'as Marianne Vos que t'as oublié. Que tu pouvais mettre en 3 étoiles. Ouais, bah ouais, alors j'ai même pas cité en 3-2-1, mais en fait, dans ma tête, je l'ai enfermé dans un profil de sprinteuse et plus forcément capable de performer sur les grosses courses aujourd'hui en 2024 au moment de sa carrière face au Vollering, au Kopecky à 36 ans sur les courses. C'est ce que tout le monde Elle vient de remporter le Het Nieuwsblad, hein, mais bon. Oui, mais elle fait aussi, l'étape Rennes aussi, Tour de Valence, elle fait top 10 en ayant un super call dans le final, quoi. Et elle finit avec Reusser, elle finit avec Julia Kitlabou et autres. Hein. Donc c'est qu'elle est en canne et qu'elle passe les grosses bosses quand même encore. Hein. Bon, et je vais me taper dessus pour avoir oublié Marianne Vos, la reine quand même. Bon, après pour moi 3 étoiles CSD Works et personne d'autre. Donc mais voilà, tu comprends un peu. Après il faudra voir comment sera mis en place le plan anti-SD Works. Forcément, à un moment, les équipes vont mettre un plan en place. Normalement. Si t'es capable. Si t'es capable ou... Attention, il y a 2 équipes cette année qui ont réussi à enrayer les Eworks. Hein. La Visma Lease Bike. Oh là là, attention. On va dire les jaunes. Les jaunes, les maillots jaunes. Voilà, les maillots jaunes. C'est parce que c'est FP, on a encore l'esprit d'FP, Jumbo en tête. Exactement. Ils rôdent autour de nous. Et la FDJ qui a battu la UAE sur la dernière étape, qui a battu la SD-Works sur la dernière étape de l'UAE Tour. Avec Amber Crack, qui est pas mal aussi. Bon, Julien, on va terminer cette présentation des Strade Bianche hommes et femmes avec ton pronostic pour le podium des femmes. Vas-y, à toi. Alors, dans mon podium, je vois bien Longo Borghini s'imposer, vu ce qu'elle a montré. Ah, tu vois pas de SD Works? Je pense qu'elles vont... je les vois sur le podium, peut-être 2 et 3, mais Longo Borghini, elle est à la maison. Voilà, à la maison. On se comprend. Shirin Van Androoy va l'aider. Course d'équipe, donc. Pour faire la aussi, j'ai encore des Lidl Trek. Course d'équipe donc pour faire la nique au SD Works que tu vois en 2 et 3 toi du coup? Ouais. Ok, bon, moi je vais redire ce que... Alors, dans quel ordre, tiens, juste dis-moi. Eh ben écoute, je vois Lotto Kopecky faire 2 et je vois Niam Fisher Black faire 3. Ah, tu vois même pas de Demi Vollering sur le podium. Ah, moi je prends des gros risques. Tu prends des gros risques, exactement, mais c'est bien, les grosses cotes un peu, ça et ça avec peut une marcher victoire parfois. Berthaud dans le top 10. Eh ben pas mal, victoire Berthaud. Oui, c'est vrai, moi comme je t'ai dit, j'avais longuement hésité à la mettre dans les 1 étoile. Donc on va voir. Moi je vais remettre mon pronostic avec Kopecky qui s'impose devant Vollering et Puck Peters. Donc, et allez, ma grosse cote, Cédric Kerbaol. Ah, pourquoi pas. Cédric Kerbaol pour ma grosse cote. Après, bien évidemment, les pronostics, vous le savez bien dans Vélo Podcast, si on était bon en pronostic, on ferait pas un podcast, on serait milliardaire, on serait sur une plage tranquillement en train de regarder les courses. Voilà. Ah, ou on sponsoriserait une équipe. On pourrait quand même faire un podcast. Mais exactement, mais si on se faisait une équipe. Attaque de Marlou. Il veut passer à la télé, celui-là. Pour terminer ce podcast, on va en profiter quand même pour parler de Paris-Nice et de Tirreno. On en parlera un petit peu plus en détail dans les prochains jours avec François Pierre. Pour tout vous dire, on va faire un podcast présentation de la saison des classiques, présentation de la saison des tours à venir dans les prochains jours, dans cette première quinzaine du mois de mars. Très certainement, on va profiter de la semaine de Paris-Nice et de Tirreno Adriatico pour faire un peu la présentation de la saison des tours et on profitera un peu de la semaine avant Milan-San Remo pour vous parler de la saison des classiques. Pour tout vous dire, on devait faire ce podcast là au moins de la présentation des classiques les jours précédents, mais FP est papa, et quand on est papa, et ben on n'a pas forcément l'emploi du temps qu'on veut, voilà. Donc on le salue en même temps François Pierre, qui est du côté de la Suisse. Tu lui dis bonjour aussi en même temps François Pierre, Julien, j'imagine, entre nordistes. Tu vois, je suis avec celui qui a commenté la triste défaite du LOSC face à Toulouse. Oui, bon, on était au stadium avec la petite défaite. D'ailleurs, je viens dans le Nord commenter du foot. Semaine prochaine, je vais à Dunkerque commenter de la Ligue 2 et je vais à Valenciennes dans 1 mois et demi. Ça sera pas pour la Coupe de France et la demi-finale de Valenciennes, ça sera pour un match de Ligue 2 où ils sont
ils sont pas trop en forme. Voilà, bon, mon petit programme en même temps. Bon, allez, on passe à Paris-Nice à Tirreno. Bon, tant qu'on était en Italie, on va commencer par Tirreno. Tiens, je vais changer le programme que je m'étais prévu. C'est pas très grave. Tirreno avec, bon, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Forcément, aujourd'hui, finalement, il n'y a que 2 gars que tu peux mettre en 3 étoiles dans le peloton mondial. Pour moi, sur les courses par étapes, c'est Pogačar et Vingegaard. Aujourd'hui, oui. Voir comment enfin se comporte Evenepoel sur les courses par étapes. On a vu que sur les courses des 3 semaines, c'était pas encore ça la saison dernière. Bon, il y a eu le Covid au Giro et la Vuelta, c'était pas. Il a eu un jour un très gros jour sans. Voilà, pour le moment, sur les courses par étapes, c'est Vingegaard, Pogačar, hein, c'est les 2 têtes d'affiche. Ouais. Donc sur ce Tirreno Adriatico, bon, il y en a forcément un en 3 étoiles, c'est Jonas Vingegaard, parce qu'il est au départ, et que forcément, quand il est au départ, il est seul en 3 étoiles. Un Tirreno Adriatico, au format assez classique, avec ce contre-la-montre inaugural, Lido di Camaiore, 10 bornes, c'est du tout plat. Après, on sait jamais, hein, Lido di Camaiore, ça dépend un peu des conditions météo là-bas, à chaque fois. Après, il y aura quelques étapes pour les sprinters, il va y avoir des étapes pour les punchers aussi, et puis une arrivée au sommet, au Monte Petrano. Ce sera la veille de l'arrivée à San Benedetto del Tronto, donc ce sera sans doute cette montée hors catégorie de 10 bornes à 8% de moyenne qui fera office de juge de paix de ce Tirreno, même si la veille il y aura une montée hors catégorie au sommet de San Giacomo à un peu plus de 1100 mètres d'altitude, et ensuite il y aura quand même du replat, de la descente et du replat pour aller à l'arrivée. Bon, Vingegaard au-dessus de tout le monde, on est d'accord. Ouais, il va déjà aller assommer le chrono, même si ça fait que 10 bornes, il va déjà prendre ses premières marques. Même s'il finit à 2-3 secondes, c'est pas gênant. Et derrière, les 2 dernières. Il y a quand même Pipo Ganna et Stefan Kung au départ de ce Tirreno, donc pour le chrono. C'est pour ça que je dis, il va prendre ses marques, il va rester à 3-4 secondes derrière. Et après, il devrait s'en sortir sur les 2 dernières étapes de montagne, à savoir le vendredi et le samedi. Par contre, attention, peut-être un Tao Gegenhardt. Tao Gegenhardt. Ouais. En une fois, ça passe mieux. Qui est arrivé chez Lidl-Trek cet hiver. On va en parler un peu de cette liste. Alors très rapidement, il faut quand même donner la compo des Visma Lease Bike, parce qu'autour de Vingegaard, t'as Kruijswijk, t'as Gesink, Ben Telet, Dylan Van Baarle, Rui de Broek et Attila Valter. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va voir. Moi, dans les 2 étoiles, il y a quand même de la belle concurrence pour Vingegaard. Alors, je pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un soit en capacité, aujourd'hui début mars, d'aller chatouiller Jonas Vingegaard, un Tirreno Adriatico qui commence lundi, 48 heures après l'Estrade Bianche. En 2 étoiles, il y a quand même du beau monde. Moi, j'ai mis du Henrik Mas, les frères Yates, Adam et Simon. Adam Yates, leader UAE avec Juan Ayuso. Et puis, il y a Jay Hindley quand même. Jay Hindley avec, on en a parlé des Bora Hansgrohe dans cette nouvelle catégorie des superpuissances du peloton. Bora Hansgrohe qui a recruté Roglic, Jay Hindley qui a quand même sa carte à jouer sur ce Tirreno, Roglic qui est du côté de Paris-Nice, il doit quand même prouver qu'il a sa place parmi les leaders de la Bora Hansgrohe. Jay Hindley, là, il est dans la position de faut que je montre que je suis là si je veux être dans une des grosses équipes sur les grands tours. Il n'a pas trop le choix vu l'effectif de base. Il est en fin de contrat à la fin de saison d'ailleurs, Jay Hindley, 27 ans, il aura 28 ans au mois de mai, il est dans sa dernière année de contrat, 3 ans de contrat avec le Bora Hansgrohe cette année. Ouais, donc il faut aussi qu'il se montre soit au sein de l'équipe, soit montrer à d'autres équipes qu'il peut aller jouer les troubles faits par rapport aux 2, voire aux 3 futurs gros fantastiques du peloton. Alors, on n'a pas la start list complète de Tirreno qui commence ce lundi là dans quelques jours. Bon, pour être tout à fait sincère, on enregistre jeudi soir, donc il y a encore d'autres gars qui peuvent arriver et compléter cette start list, mais il y a forcément les leaders qui ont déjà annoncé leur programme et on a quand même une idée un petit peu de ce que pourraient être les grosses forces du peloton sur ce Tirreno. Dans les 1 étoile, j'ai complété par Tao Gegenhardt, t'en as parlé. Pour moi, c'est un petit peu l'interrogation, c'est pour ça que j'ai mis qu'en 1 étoile. J'ai mis Kian Ruiz de Broek aussi, Richard Carapaz, Ben O'Connor, mais parce que Decathlon AG2R, mine de rien, il faut un très bon début de saison. Et puis Daniel Felipe Martinez quand même, que j'ai mis parce qu'il a performé sur le Tour d'Algarve, et puis parce que c'est la Bora, et puis parce que c'est avec Jay Hindley, Daniel Felipe Martinez, qui est quand même là, il a fait 2e du Tour d'Algarve, Felipe Martinez,
en remportant 2 étapes au sommet, et en fait c'est sur le contre-la-montre derrière Remco Evenepoel qu'il a perdu ce Tour d'Algarve, mais il est encore une fois sur les courses d'une semaine toujours performant. Il est toujours performant, il est toujours là. Il pète le petit caillou dans la chaussure de Vingegaard, pas forcément pour la victoire d'étape, mais pour aller l'embêter. Quand même. Le petit caillou dans la chaussure des UAE peut-être, d'Henrik Mas peut-être, de Vingegaard quand même. Ouais, pourquoi pas. Martinez, bon après ça fait longtemps qu'on lui promet un grand avenir, mais au moins aller l'embêter sur les étapes. Peut-être pas pour le général, mais au moins sur les étapes. Bon, on va dire qu'il va nous faire une Bernal sur le Grand Camino en tenant quelques centaines de mètres, et puis après il laissera Vingegaard partir seul. Voilà. T'es d'accord avec moi ? On va la jouer comme ça. Voilà, on va la jouer comme ça. On en parlera d'Egan Bernal qui, lui, est annoncé sur Paris-Nice. Juste, j'ai complété ma liste des 1 étoile avec Tom Pidcock. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On sait que ce coureur sait tout faire. Hein. C'est grimper, il sait surtout bien descendre. Mais oui, il sait tout faire. Tu gagnes pas une étape à l'Alpe d'Huez si tu sais pas grimper, si t'as pas un petit peu de classe. Mais oui. Et en montagne, il sera forcément aidé par le scooter Filippo Ganna. Oui, Filippo Ganna, voir qu'il résiste quand même au col hors catégorie, mais c'est vrai qu'il est capable de tout faire. Après, est-ce que, aujourd'hui on a oublié quelqu'un dans cette start list des leaders de ce Tirreno Adriatico? Quand même pas, on sera pas loin du top 5 de ce Tirreno. Après, parmi ceux qu'on pourrait, Lorenzo Rota, on sait jamais comment il peut passer les bosses. Filippo Zana, on sait jamais comment il peut passer les bosses, même s'il y a Simon Yates qui est quand même leader. Il y a Julien Lafilippe qui est au départ de ce Tirreno Adriatico. Julien Lafilippe, il se testera lui plus sur les profils de puncher, il tentera de résister le plus loin possible en montagne. Et puis Romain Grégoire, on va voir aussi le comportement de Romain Grégoire sur ce Tirreno, quoi. Ça peut être intéressant aussi de le voir, le petit. Ça peut être Romain Grégoire, ça peut être la surprise de ce Tirreno, pas pour la gagne. Il va sans pression, hein, sans pression. Voilà, justement. Je pense que c'est le genre de coureur où pour le moment faut pas leur mettre la pression, et c'est un peu comme son coéquipier Martinez. Hein. Tu leur mets pas la pression, ils font bien ce qu'ils font. Et au bout, ça claque. Hein. Lenny Martinez, je crois pas que je l'ai vu. Il est au départ des Strade Bianche, et puis normalement, après, il devrait être au départ du Tour de Catalogne après Milan-San Remo. Lenny Martinez qui ne devrait pas participer à Paris-Nice ou donc à Tirreno. Et c'est bien aussi que la Groupama FDJ répartisse un petit peu avec toutes les courses par étapes World Tour qui a participé, répartisse un petit peu le programme pour ses leaders. Et on regarde aujourd'hui entre Gaudu, Grégoire et Martinez. Ton pronostic pour Tirreno? Ça va aller vite, hein, c'est Vingegaard et les autres. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ce sera Vingegaard et les autres. Tu tentes un podium quand même, un 2 et 3? Je tente un Yates sur le podium. Lequel? Voilà, comme je suis un traître, je vais pas dire lequel. Non, Adam de chez... Ouais. Et pourquoi pas Ayuso aussi sur le podium. Ouais, avec donc 2 UAE derrière Visma Lease the Bike. Ouais. C'est un peu ça. Non, c'est un peu, de toute façon, ouais. À mon avis, ça va se résumer à ça avec Tao en arbitre de tout ça. Eh bien écoute, pour moi ça va être Vingegaard devant Ayuso en 2 et Henrik Mas en 3. Henrik Mas, après Henrik Mas. Je vois bien Henrik Mas, il est toujours hyper régulier, Henrik Mas, il est toujours là. Il est toujours là, toujours présent, mais toujours dans les favoris, il y a toujours un jour où quelque chose ne va pas avec lui. C'est sa course de reprise d'ailleurs, Henrik Mas, Tirreno Adriatico, donc à voir ce que ça va donner pour le 6ème du dernier Tour d'Espagne. L'an dernier il avait fait 6ème de Tirreno aussi. Voilà, il a 29 ans, et puis Henrik Mas, il doit regagner quand même les podiums ou aller batailler au moins avec pas avec un Vingegaard, mais aller l'accompagner le plus loin possible. Et c'est vrai qu'il a un profil pour performer en haute montagne très rapidement. Le plateau des sprinters, c'est toujours intéressant de voir le plateau des sprinters sur ces courses-là. Philipsen et Tim Merlier, moi je les ai mis en 3 étoiles. J'ai aussi fait 3, 2 et 1 étoile. J'ai mis Jasper Philipsen et Tim Merlier pour les 3 étoiles. En 2 étoiles, Cavendish, Jonathan Milan et Phil Bauhaus. Et puis en 1 étoile, la paire Biniam Girmay, Hugo Page pour les Intermarchés, avec Casper Van Uden, Caleb Ewan, Alberto Dainese et Soren Warrenskold. Il y a quand même un beau petit plateau de sprinters. Il y a un beau plateau de sprinters sur ce Tirreno. Après, Philipsen va être là, va être forcément aux avant-postes sur les 2 étapes réservées aux sprinters. Cavendish
Cavendish, la grande énigme pour sa dernière année de carrière jusqu'à la fin de saison où il dira que c'est la prochaine. Il arrêtera. Voilà. Milan. Moi, je suis très curieux de voir Jonathan Milan face à Philipsen et Merlier. Mais Jonathan Milan aussi va avoir aussi une saison écourtée, tout comme Ghana. Donc c'est aussi maintenant qu'il faut qu'il spécialiste de la piste, on le rappelle, pour les Jeux Olympiques de Paris. L'équipe de poursuite italienne. Exactement. Bon, on arrête ? Bah non, c'est pas fini. Paris-Nice, on y va. Paris-Nice, on va conclure ce podcast avec la course au soleil, qui devrait avoir peut-être un petit peu de soleil la semaine prochaine, on l'espère en tout cas, avec un profil quand même assez intéressant, un profil bien accidenté. Voilà, je cherchais le mot avec. Le départ en région parisienne comme d'habitude, un petit profil accidenté pour sprinter qui passe les bosses, on va dire, lors de la première étape. Deuxième étape, ça sera pour les purs sprinters à Montargis. Troisième étape à Auxerre, la ville de Giroud, avec ce contre-la-montre qu'on a l'habitude de voir maintenant sur Paris-Nice depuis l'année dernière, avec un contre-la-montre par équipe, mais le temps sera pris de manière individuelle à l'arrivée à Auxerre. Ensuite, une arrivée au sommet du Montbrouilly. Là, on devrait voir, à mon avis, les favoris du général commencer à s'écharper un petit peu, et on va arriver dans l'arrière-pays niçois avec une arrivée à Sisteron. On a l'habitude de passer à Sisteron à Paris-Nice, et puis le vendredi, la Colle-sur-Loup, l'arrivée, ça devrait être pour Puncher, on va dire, sur cette étape-là. Ouais. Et puis une arrivée au sommet de Oron le samedi, la veille de l'arrivée à Nice, avec un passage par la Colmiane avant, 2 cols de première catégorie, et puis la dernière étape autour de Nice avec 1, 2, 3, 4, 5 cols de deuxième et de première catégorie, en terminant par le col des 4 chemins. Pour l'arrivée à Nice, habituel 110 bornes, ça va être costaud, et s'il y a des faibles écarts au général, ça devrait se batailler pas mal ce dimanche-là. Pour tout te dire, j'ai l'impression que c'est l'édition de Paris-Nice peut-être la plus ouverte de ces dernières années. Alors le parcours, on peut déjà revenir sur le parcours, c'est le parcours traditionnel. La traditionnelle étape en région parisienne, l'étape dans les plaines de la Beauce, le petit contre-la-montre, l'étape de Sisteron, et la dernière étape de Paris-Nice qui a déjà eu pas mal de renversements sur cette étape. On se rappelle de Contador qui s'impose pour une seconde avec les modifications, des choses comme ça. Et la dernière étape est assez... sur le papier, ça monte pas haut, ça monte 600 mètres, maximum 653 à Paye. C'est une étape qui est super casse-pattes. C'est la traditionnelle dernière étape. Et la dernière bosse, le col des 4 chemins, est monté comme l'année dernière par la côte du versant plus dur. Ouais. Avec un passage à 3 bandes 8 à 8% de moyenne. Ouais, avec un passage à 16%, qui est quand même assez dur. Oui. Et puis la montée du col d'Ez, mais pris par le versant, pas par le versant le plus dur, qui est avec un sprint bonification en haut du col d'Ez, mais il y aura la grande descente pour aller vers le col des 4 chemins très rapidement. Plateau 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile Paris-Nice, 3 étoiles, moi j'ai mis Evenepoel et Roglic dans les 3 étoiles. Je pense que tu te trompes pas de beaucoup, ce sera les deux. Il y en a pas un autre qui mérite? Avec un chrono, avec les deux, avec les 3 dernières étapes, c'est ce genre de coureur qu'il faut mettre en avant de toute façon. C'est clairement les 2 coureurs qui ressortent du lot, avec toujours cette interrogation éternelle de Remco Evenepoel. Je pense que tant qu'on l'aura pas vu jusqu'au Tour de France, est-ce que Remco Evenepoel peut performer en haute montagne, etc., etc. Il n'y a pas de très haute montagne, c'est un parcours qui peut lui correspondre parfaitement. Je regarde le sommet de ce Paris-Nice, ce sera le samedi, avec l'arrivée à Oron, la station d'Oron, au-dessus d'Isola, 1600 mètres d'altitude. Donc après, à voir, on va aussi avoir, on va voir qui peut entourer un peu. Evenepoel, il aura encore Ilan Van Wilder, encore Louis Vervac pour l'entourer, donc avec Mattia Cattaneo aussi, Jenny Moscon qui est arrivé aussi dans l'équipe Soudal Quick-Step. Du côté de la Bora Hansgrohe pour entourer Roglic, on aura Vlasov, Jungels, Sobrero, Nico Denz. Bon là, il semblerait que Roglic soit un peu mieux entouré que Remco Evenepoel quand même. Ouais, sans aucun doute. C'est l'équipe là, t'as plus l'impression qu'ils vont emmener un sprinter plus Evenepoel, Soudal Quick-Step. Que la Bora, il t'emmène vraiment l'équipe, quasiment une équipe du Tour.
Quasiment, exactement. Autour de Primoz Roglic, nouvel arrivant, donc chez Boransgro cet hiver, les deux étoiles. J'ai mis Joao Almeida, Brandon McNulty pour les UAE, Peyo Bilbao, Mathias Kelmose, j'ai envie de voir ce que ça donne quand même. Mathias Kelmose, une année de plus, de la caisse en plus pour le Danois, et puis Alexander Vlasov, le coéquipier de Primoz Roglic, en une étoile, Egan Bernal, parce que j'ai envie de... Parce qu'il m'a intéressé sur le Grand... Alors, c'est le Grand Camino, Egan Bernal, où il a tenu Vingegaard, ou c'est... Non, c'est au Grand Camino, hein. Ouais, c'est au Grand Camino, exactement, où il a tenu Vingegaard pendant quelques centaines de mètres. David Gaudu, on en parlera dans le podcast présentation des tours, parce que pour moi, David Gaudu était un tournant de sa carrière cette année en 2024. Matteo Jorgensen, nouvel arrivant chez Visma Lease Bike. Félix Gall, parce que Decathlon AG2R, il semblerait que Félix Gall ait passé un super hiver. Et puis, allez, peut-être une petite surprise, parce qu'on l'a vu ces derniers temps, Christian Scaroni de l'Astana, parce que Christian Scaroni pourrait peut-être aller gratter une place dans le top 10 suivant sa forme. 3, 2, 1 étoile, t'es plutôt d'accord sur ça? Ouais, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de contestation possible. Alors, voir Uran, ce qu'il peut faire sur sa dernière saison. Oui. Rigoberto Uran, Pulxang qui est toujours là, Paris-Nice, peut-être. Après, on est d'accord, Gaudu a 1 étoile et pas 2 étoiles. Aujourd'hui, David Gaudu, il est quand même pas au sommet de sa carrière. Gaudu est un tournant, comme tu dis, de sa carrière. Après, est-ce que sa deuxième place l'année dernière à Nice, j'ai peur que ce soit le sommet de sa carrière, malheureusement. Entre Pogacar et Vingegaard. Ouais, entre les deux. Ton pronostic pour Paris-Nice? Alors là, faut se mouiller, parce que là, c'est pas évident. Là, c'est peut-être la course la moins évidente à pronostiquer. Bon, Roglic. Je pense que Roglic... Devant Evenepoel? Roglic devant Evenepoel. Et on avait qui voir sur eux. Et Almeida, peut-être. Ou McNulty. McNulty, donc pour toi, en 3. Pour moi, ça va être Evenepoel devant Roglic et Almeida. Ah, pourquoi pas. Ouais. Et je vois Almeida parce que par rapport au contre-la-montre, même si McNulty est très bon au contre-la-montre, mais je vois Almeida terminer avec McNulty sur le contre-la-montre. Puis après, on verra ce que ça va donner en montagne. Pour les UAE, le plateau des sprinters, très rapidement, pour moi, il n'y en a qu'un seul en 3 étoiles, c'est Mats Pedersen. Qui est quand même surpuissant aujourd'hui et qui va arriver sur la saison des classiques et il se doit d'être en forme sur Paris-Nice. En 2 étoiles, Olaf Koy qui a performé sur l'UAE Tour. Arnaud Delis, mais alors à voir comment il va se remettre de sa chute sur le Samin cette semaine. Fabio Jacobsen et Dylan Groenewegen sur les 2 étoiles. Et puis en 1 étoile, Arvid de Klein, j'ai envie de voir ce que ça donne, le gars de la Tudor qui performe en ce début de saison. Gerben Tyson avec Caden Groves, Arnaud Desmar, à voir comment il va se débrouiller avec son train de l'Arkea BNB Hotel, parce que là depuis le début de saison c'est un foutoir complet. Brian Cocard, Marek Vandenberg, il a perdu un de ses éléments du train, vu que Sénéchal était prévu. Oui, avec Sénéchal, exactement, sa fracture de la clavicule à Florence Sénéchal, c'est vrai, qui était prévu un peu en 3-4e position dans ce train d'Arnaud Desmar pour tirer des grands bouts droits dans les derniers kilomètres. Les autres en 1 étoile avec Vandenberg, Sam Bennett, parce que Sam Bennett arrivé chez Decathlon AG2R, grande interrogation. Quel Sam Bennett on va avoir? Et puis Danny Van Poppel avec Labora quand même pour se placer seul dans les sprints. Il a quand même une belle pointe de vitesse. Pedersen au-dessus pour le maillot vert quand même. Pedersen au-dessus et une jambe et demie au-dessus de tout le monde. Oui. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast. C'est toujours un plaisir. On a présenté, on en a profité pour parler un petit peu de ces Strade Bianche, week-end de Strade Bianche, samedi de Strade Bianche femmes et hommes, et puis aussi de Paris-Nice et Tirreno très rapidement. En tout cas, on a énumérer un peu la start list avec ça y est, maintenant on est reparti chez les femmes après les Strade Bianche. Quels sont les rendez-vous à suivre quand même? Alors après les Strade Bianche, le week-end suivant sont aux Pays-Bas pour la Ronde van Drenthe. Partie du peloton après va au Tour de Normandie pour rester un peu franco-français. Après au World Tour, après les Pays-Bas, le retourne en Italie et après on arrive dans les Semaines Saintes avec Bruges de Panne, Gore-Wevelgem, Tour des Flandres, Paris-Roubaix.
toutes des belles courses qui font rêver. Ça, ce sera fin mars. Il y aura quand même le Trofeo Alfredo Binda, t'en as parlé, en Italie. Ouais. C'est le lendemain de Milan-San Remo, il me semble. C'est le lendemain de Milan-San Remo, tout à fait. Avec ce Trofeo Alfredo Binda qui est quand même très disputé à chaque fois, chaque année. Et on va suivre donc le peloton féminin avec toi, Julien Després, d'Actu Cyclisme Féminin. On le rappelle quand même. Et oui, on peut le rappeler. On est toujours présent. Et on est là. On suit tout ça. On est là. On va terminer sur ça. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Et c'est toujours un plaisir, Guillaume. Allez, à très bientôt dans Vélo Podcast et on se fera cette présentation de la saison des classiques et des tours dans Vélo Podcast. À très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao.